Donc, après avoir parlé des trafics, on va parler aussi d'un autre cas concret, c'est la lutte anti-braconnage dans des aires protégées. Donc, je travaille pour l'ONG Noé, ONG française. Je suis également président du groupe de travail du comité français pour la coopération internationale. Et donc, j'ai 10 minutes pour vous exposer les différents cas de figure auxquels on fait face dans deux aires protégées que l'ONG Noé, à travers son programme Parc de Noé, gère actuellement. Juste pour parler du cadre dans lequel nous intervenons, nous sommes gestionnaires délégués de ces aires protégées à travers des accords de partenariat sur le long terme de 15 à 20 ans, 15 ans au Tchad et 20 ans au Niger. Ce sont des mandats qui sont très clairs, qui nous donnent la responsabilité d'appliquer et de faire respecter la loi au sein de l'aire protégée, avec des agents assermentés qui sont mis à disposition, donc qui sont sous notre commandement. Évidemment, on n'est pas sur des milices privées, on est en collaboration étroite avec les États qui collaborent à l'ensemble des mécanismes de gestion de l'aire protégée. C'est important de le préciser. On est financé par l'AFD, par l'Union européenne, par d'autres bailleurs, évidemment. Voilà. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Deux aires protégées en guise d'exemple, la réserve de termites Tintouma et le complexe d'aires protégées de Binderléré. Alors, elles sont diamétralement opposées en termes de superficie. Il y en a une qui est la plus grande aire protégée terrestre d'Afrique, 86 215 km², milieu ouvert, principalement désertique. Alors ça ne donne pas forcément grand-chose en termes de chiffres. Il faut juste avoir en tête, c'est à peu près un peu moins de 3 fois la taille de la Belgique. Voilà. Et l'autre, c'est 1700 km². Donc évidemment, c'est beaucoup plus restreint. Au Tchad, on a 200 000 personnes autour, donc une densité humaine extrêmement importante. Alors qu'au Niger, on a 400 000 personnes sur un territoire 3 fois comme la Belgique, une densité humaine extrêmement faible. Par contre, les deux ont des similitudes, des contextes sécuritaires dégradés et une faune emblématique fortement menacée. Un premier cas de figure au Niger, donc la réserve thermite et Tintouma, on va y trouver du braconnage, vivrier, opportuniste, principalement évidemment pour les communautés qui sont très pauvres. C'est leur moyen de subsistance, globalement, depuis des décennies, voire des centaines d'années. Malheureusement, évidemment, les effectifs de faune diminuant, la pression anthropique se faisant plus forte, on se retrouve dans une impasse vis-à-vis de ces pratiques-là. Et donc, on est malgré tout dans une application de la loi qui contraint les communautés à ne plus braconner, à ne plus chasser ces espèces. Donc là, vous voyez de l'avion de boucané, vous avez des gazelles d'orcas en haut à droite. Vous avez en bas des dendrocygnes, des canards qui sont vendus sur les marchés. La gazelle d'orcas étant l'espèce la plus couramment chassée et ciblée par les braconniers sur place. Quelques solutions. Je vais toujours être comme ça. Le problème, la solution qu'on a mis en œuvre et auquel on essaye de répondre. Évidemment, il faut patrouiller, il faut contrôler, il faut se concerter, il faut sensibiliser fortement les communautés. Et surtout, il faut les impliquer. Je vous le disais, c'est les communautés qui sont extrêmement pauvres. Et évidemment, leur apporter de l'emploi, les impliquer dans la surveillance, dans la sensibilisation, dans la lutte contre le braconnage est extrêmement important. Donc pour ça, il y a des agents communautaires, des éco-gardes qui sont embauchés, qui viennent renforcer les agents assermentés de l'État qui font ce travail. Quelques chiffres, hein. Bon voilà, je vous les passe pas, mais globalement ce qu'il faut quand même retenir, c'est que là on voyait au Gabon, on a vu des fusils de chasse, dans ces zones à fort enjeu sécuritaire, ils sont armés de Kalachnikov, donc on monte d'un cran en termes d'enjeux sécuritaires quand on fait face à des braconniers, même sur du braconnage opportuniste et vivrier. Un autre cas de figure, c'est le trafic d'animaux. Donc ça peut paraître assez surprenant, là je vous montre des tigres. On a été informé, on nous a transmis ces informations sur la présence de tigres au Niger. Juste, ça met en exergue le fait qu'on est quand même sur des trafics sous-régionaux qui alimentent des conflits sous-régionaux et pour lesquels, évidemment, le trafic de faune représente une manne financière importante. Et donc, on va se retrouver avec des espèces qui n'ont rien à voir avec la zone et qu'on va devoir... et qui, d'un coup, vont être... trafiqués avec de la corruption, revendus avec de la corruption, la complicité de certaines personnes. Donc là, évidemment, c'est un enjeu important, sachant que vous avez également un autre type de trafic d'animaux vivants, qui va être la gazelle d'orcas, encore que vous avez à gauche, là, sur l'écran, ou la gazelle d'ama, c'est plus rare à droite. La gazelle d'ama, juste pour rappeler, c'est l'un des mammifères les plus menacés à l'état sauvage
au monde. Il en reste moins de 300 à l'état sauvage. Alors il y en a peut-être quelques milliers en captivité à travers le monde, mais à l'état sauvage, il en reste moins de 300 et un peu moins de 100 au Niger. Donc on est sur un énorme enjeu de conservation de la biodiversité sauvage. Voilà, donc sur les gazelles d'Orcas, par exemple, on est clairement face à un trafic sous-régional avec ces animaux qui sont capturés sur pied, revendus, et qu'on va retrouver après dans les jardins de personnes qui ont les moyens pour se les payer, et ça va être des animaux d'ornement dans ces jardins-là. Voilà, donc c'est des enjeux importants. Donc évidemment, la réponse, c'est la patrouille, c'est la saisie, c'est réintroduire ces animaux en milieu sauvage, mais c'est aussi collaborer étroitement avec les autorités judiciaires, les autres forces de défense et de sécurité, évidemment, pour renforcer cette capacité de contrôle et de lutte contre ces trafics. Il est important, évidemment, d'avoir un plaidoyer auprès des autorités nationales, de faire évoluer la législation nationale en place. À guise d'exemple, au Niger, jusqu'en 2018, les animaux saisis étaient revendus après aux enchères. Bon, autant dire que le commanditaire y perdait sa mise de départ et il revenait l'acheter derrière. Donc, évidemment, ça a évolué. Donc, les animaux sont relâchés maintenant systématiquement et on a arrêté ce principe de vente aux enchères sur les animaux saisis, notamment ceux qui sont inscrits aux différentes annexes de la CITES. C'est extrêmement important et ça contraint un peu plus, ou en tout cas, ça renforce la lutte contre ces trafics. Le dernier cas de figure, ça va être du braconnage avec des enjeux sécuritaires importants. Là, on va avoir deux exemples qui sont très concrets. Je vais enfin vous parler du Tchad, où il y a la 3e population à Bindorléré d'éléphants du Tchad. Et en fait, pendant des années, tout le Nord Cameroun, le Nord RCA et notamment le Tchad ont été la cible des cavaliers sudanais qui venaient trafiquer, braconner les éléphants pour faire trafic d'ivoire et évidemment financer la guerre civile en Soudan. Donc ça a été un véritable carnage quand même dans la sous-région, il faut le rappeler. Les populations, par exemple, au nord RCA ont quasiment disparu. Et au Tchad, grâce à la mise en place de ces délégations de gestion d'aires protégées, il y a des populations qui commencent à remonter maintenant depuis une dizaine d'années. Les derniers cas de braconnage, si on parle du Zakouma, je crois que c'est 2014, et à Bindorléré, c'est fin 2019. Vous voyez la photo là, de la mâchoire de l'éléphant. C'est le dernier cas de braconnage avant que Noé n'interviennent sur zone d'éléphants à Bindorléré, qui est juste à côté du parc national de Sénaoura, du complexe Boubanjida, dans Nord Cameroun, extrême Nord Cameroun. Il faut quand même rappeler aussi, quand on parle d'enjeux sécuritaires importants, c'est que sur les modes opératoires de ces braconniers ou de ces trafiquants, ils allaient, pour trouver les éléphants, ils prenaient en otage la famille de personnes des communautés locales, et évidemment, le mari devait conduire les braconniers là où se trouvent les animaux. Donc c'est quand même évidemment, c'est des enjeux sécuritaires extrêmement importants, donc ça a des répercussions très importantes sur la dégradation sécuritaire des zones. Et on se retrouve un peu sur le même cas de figure au Niger, où en fait vous allez avoir des trafiquants qui traversent de la Libye jusqu'au Nigeria avec des armes, des drogues, des êtres humains, et qui n'hésitent pas, eux, à faire du braconnage opportuniste d'animaux qui sont extrêmement menacés. Comme vous voyez à gauche, un adax, là. Il en reste entre 50 et 100 à l'état sauvage au monde, donc c'est peut-être l'antilope la plus menacée à l'état sauvage du monde, actuellement. Par exemple, lorsqu'on a des trafiquants qui sont arrêtés ou qui sont mis en déroute, si on peut dire, par les forces de défense et de sécurité, ils viennent après se venger sur les communautés, pensant que c'est elles qui les ont dénoncés. Et on a eu à faire face à plusieurs cas de représailles et de morts au sein de communautés tuées par les trafiquants. Donc ce sont des enjeux sécuritaires extrêmement importants sur la zone. Et donc pour ça, les réponses, évidemment, c'est renforcer la gestion des aires protégées, former les agents, les équiper, également pouvoir avoir une approche, une planification stratégique de ce que l'on va faire sur le terrain. Donc sortir un peu de la logique projet tous les 2, 3 ans ou 4 ans d'appui à une aire protégée, mais bien être sur une application sur la durée et une réponse sur la durée à ces menaces. Avoir la capacité de suivre les animaux qui sont ciblés par ces braconniers, évidemment, et avoir une communication opérationnelle importante, des dispositifs de surveillance aérienne, dispositifs de surveillance aérienne, oui. Parce que en fait, les étendues sont tellement vastes, il faut savoir une capacité de réponse immédiate, qu'il est absolument important de déployer un ensemble de réponses les plus efficients possibles. Et pour finir, je vous ai beaucoup parlé des communautés là dans mon intervention, et en fait, on a beaucoup parlé de trafiquants. Ça a été un peu dit par Luc dans la présentation
précédente, en disant les communautés, on a arrêté 300 braconniers, donc c'est 300 familles qui sont impactées. Il est évident que si on ne travaille pas avec les communautés, si on ne les soutient pas, si on ne leur offre pas de l'employabilité, si on ne leur montre pas, si on ne renforce pas leur adhésion à la préservation des ressources naturelles, en fait, on ne va faire que du répressif et on n'y arrivera jamais. Donc c'est là où, clairement, on met le doigt sur la nécessité d'avoir une synergie entre conservation et développement, sans quoi, autant vous dire que tout notre travail est voué à l'échec. Ça, c'est clair et net. Voilà, donc je finirai là-dessus. Je vous remercie beaucoup pour votre attention.